Bonjour, bienvenue à vous toutes et à vous tous au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et puis tiens, aujourd'hui, on va parler de transmission intergénérationnelle, transmission des savoirs, faire savoir le savoir-faire avec l'outil en main. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre. Avec une bêche à l'épaule, avec un marteau dans la main, avec un fil entre les doigts. Chaque semaine, en Vendée, dans les ateliers de l'outil en main, ce sont plus de 600 gens de métier et plus de 400 enfants qui se retrouvent pour échanger leur savoir-faire. Un vrai succès auprès des enfants, des parents, des enseignants, des élus, des entreprises. Bref, à l'outil en main, quand il s'agit de transmettre, on n'y va pas de main morte. En un tour de main, on retrousse ses manches, on met la main à la pâte et on se prête main forte à tour de bras. Ici, toutes les mains sont les bienvenues. Les mains gauches comme les mains à droite. Les mains qui pointent l'index comme celles qui donnent un coup de pouce. Des grosses mains, comme les petites mains qui sont souvent mains courantes. Les mains vertes des jardiniers. Les mains de maître, les mains gantées, les petites menottes aux petites pommes de reinette, les pommes d'api. Ici, quand on a le cœur entre ses mains, on a le monde à ses pieds et l'outil dans l'humain. Alors pour nous en parler, nous avons la chance de recevoir le président de l'outil en main du Pays de la Châtaigneraie, je crois qu'il exerce également des responsabilités au sein du mouvement national de l'association l'outil en main, vice-président je crois, oui, Francis Brémaud. Voilà. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jérôme. C'est très gentil d'être là et de nous faire découvrir ou redécouvrir ou préciser ce qu'est l'outil en main. On va en parler tout de suite, mais avant, j'ai deux personnes à vous présenter. Comment dirais-je? Ce sont mes deux maîtres d'apprentissage, toutes les semaines, l'humain sur le cœur. Et ils transmettent leur savoir-faire, l'un en matière culinaire, l'autre en matière de culture populaire. Jean-Pierre Pouvreau et Jean-Pierre Bertrand, bonjour. Bonjour Jérôme. Oui, vous êtes mes maîtres de stage. Alors, on est impressionné. On a un bon oeil. On a un bon c'est vrai. Il apprend très vite. Il apprend très vite. Mon Dieu. Merci patron. On en fera quelque chose. Et comme on disait, on en fera quelque chose si les petits gorelles mangent. Belles expressions. Jean-Pierre, vous avez été inspiré par l'outil en main. Quel outil avez-vous pris pour... Alors moi c'est un outil à 2 étages. On a cuisiné des moules à l'ancienne. Alors ça veut dire qu'au début on les mangeait ouvertes à la marinière, ouais. Et après on les faisait à la mie de pain le lendemain. Voilà, ça veut dire que s'il y avait trop de moules, si on avait épluché trop de moules, on les mangeait d'abord à la marinière et le lendemain, on les faisait à la mie de pain. Rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se transforme. Oui, comme dit en permanence. Lavoisier, je crois. Oui. Et Jean-Pierre Bertrand, il y a des pépites en termes de transmission, de choix de profession, de choix de savoir-faire. Oui, et j'ai choisi deux personnes qui justement vont parler de quelque chose qu'on a oublié. C'est qu'autrefois, on ne choisissait pas soi-même son métier, mais c'était d'autres qui choisissaient pour vous. Selon la place dans la fratrie, selon le goût du père ou d'une personne, voire du maître. Ah oui. Personne influente. Suivant le besoin. Et les besoins. Il y avait besoin de tel métier dans la famille, tu feras le métier de ton père ou tu feras... C'est vrai. Moi, je voulais être aviateur au début. Et ma mère m'a dit, tu seras cuisinier comme moi. Et voilà, j'ai pas eu le choix. Bon. Je voulais être aviateur pour payer des droits d'auteur. Voilà, donc j'en paye maintenant différemment. À chaque fois, je me prépare. Je suis sur les sorties là, Francis Brémaud, l'outil en main. Est-ce que vous pouvez nous présenter le principe, le concept de cette association, si c'est une association? Voilà. Alors le concept, c'est simple. En fin de compte, c'est de l'initiation qu'on fait auprès des enfants. Je dis bien initiation, c'est pas de la formation. L'originalité, cette initiation est faite par des anciens professionnels. Des anciens, ce qu'on appelle jeunes métiers, qui arrivent à la retraite, alors des artisans, des ouvriers, des employés, des gens qui ont pratiqué un métier, qui l'ont appris par le circuit d'artisanat ou autre. Et ces gens arrivés à la retraite ont toujours la passion du métier et donc transmettent auprès des enfants. D'accord. Voilà, ça c'est le concept principal, l'initiation et la transmission des métiers manuels. On reste dans les métiers manuels. D'accord, donc plein de disciplines, mais vraiment avec cette particularité de 2 métiers manuels. Ouais. Voilà, donc on a des fondamentaux. D'abord, c'est d'avoir, comme le nom l'indique, avoir un outil, un métier, de vrais métiers,
et d'initier dans des ateliers, dans des locaux reconstitués. Il ne faut pas qu'on soit ni à l'école, ni dans un lycée professionnel. Il faut qu'on retrouve l'atelier d'antan, un petit peu, pour retrouver les métiers. Et l'outil est fourni? Alors oui, on fournit tous les outils, donc les artisans, les professionnels qui viennent et tout, et nous-mêmes, dans nos associations, on a tout le matériel nécessaire, on dit bien des outils et non pas des machines. On reste quand même dans l'outil, exercer des choses, travailler avec l'outil. Bon, là ça va loin, on peut en reparler, tous les outils et tous les métiers qu'on exerce. Voilà. D'autres fondamentaux de l'outil en main? Alors oui, parce qu'il y a le côté également, ce qui est formidable, c'est le côté intergénérationnel qu'on a, parce que on a les enfants et les grands-parents. Donc les grands-parents, ils ont envie de transmettre. Les enfants sont aussi avides de tout ce qui est nouveau. Enfin, pour eux, les nouveautés, c'est souvent quand même le numérique, les smartphones et tout. Mais là, ça va changer un peu, ça va être l'outil. Ça leur fait du bien. Et puis, également, il y a, quand on arrive à la retraite, on a souvent beaucoup d'occupations. On a dit vivement la retraite parce que je pourrais faire ceci, cela. Les petits-enfants m'ont demandé, les enfants m'ont demandé beaucoup de choses et tout. On a beaucoup de choses à faire. Puis on s'aperçoit au bout d'un an, voire 2 ans, que tous les chantiers sont réalisés et puis on se retrouve chez soi. Donc là, on a peut-être envie de retrouver des choses, de retrouver des activités et c'est ce qui est formidable, c'est de retrouver ses collègues pour discuter du métier et tout, et également cette envie de transmettre parce que tous ceux qui ont appris un métier ont envie un jour ou l'autre de le transmettre, de le faire savoir et de dire un peu, je dirais, le plaisir qu'on a. Parce que le travail manuel, quand on réalise quelque chose, c'est un grand plaisir et on le voit auprès des enfants. Les enfants, c'est la même chose. Le peu de choses qu'ils font, mais c'est avec joie qu'ils l'emmènent, qu'ils le montrent à leurs parents quand ils viennent les chercher. Voilà. Donc il y a ça. Et puis également, on se retrouve, il y a le côté convivial et tout. Et puis ça fait du bien de temps en temps de sortir du domaine. Il y a souvent des femmes qui disent, va donc à l'outil en main, tu ne m'embêteras moins. Voilà. Donc l'aspect convivial et également donc intergénérationnel, ça c'est important. C'est le vivre ensemble, c'est ça? C'est ça, c'est le vivre ensemble et comme on dit, le bien vieillir. Le bien vieillir. Effectivement, quand on est avec des enfants, on a bien sûr nos petits-enfants, mais là on va retrouver un autre milieu et le bien vieillir. Et ça c'est très important parce qu'on a des partenaires qui sont des assureurs et s'ils nous suivent, ils ont bien compris. Alors on n'a pas de stade, on dit quand on rentre à l'outil en main, on a 2 ans d'espérance de vie supplémentaire. Mais on ne le signe pas. Ça va être bientôt remboursé par la sécurité sociale. Donc on donne et on reçoit en fait. On reçoit beaucoup également. Et vous, Francis Brémaud, vous êtes investi dans l'outil en main depuis combien de temps et qu'est-ce qui vous a motivé? C'est quoi votre parcours? Alors, j'ai découvert l'outil en main par des organisations, sur des revues, mais c'est vrai que je trouvais le système très intéressant, mais j'étais en activité, donc je ne pouvais pas non plus dégager du temps. En plus, c'était un collègue qui avait le déclic et qui m'a montré, qui m'a dit tiens, on va aller visiter un outil en main. Et on a été visiter un outil en main. Effectivement, quand je suis sorti, j'ai dit ça me plaît. Là, ils ont tout compris. Ils ont tout compris pour initier les enfants et tout. Et j'ai eu après la chance de pouvoir me libérer un petit peu et je m'en suis occupé. Donc depuis 10 ans, depuis 11 ans même, je me suis bien investi dans l'outil en main. Aujourd'hui, c'est une occupation qui me prend un peu de temps. Alors, qu'on comprenne bien, c'est une instance nationale, c'est une association qui existe depuis combien de temps, qui a des fédérations? Comment ça se passe? Alors, donc l'outil en main est né à Troyes en 87. D'ailleurs, on peut dire le premier atelier, ça ne s'appelait pas l'outil en main, mais le premier atelier, on appelait ça du mercredi, a ouvert le 3 octobre 1987. J'ai découvert ça cette semaine, le 3 octobre 1987, donc il y aura 30 ans bientôt. Donc c'est une dame qui s'appelle Marie-Pascale Raglo, qui s'appelait parce qu'elle est décédée maintenant, qui était présidente de l'association du patrimoine de la restauration du Vieux-Troyes, qui faisait des visites de chantier. Et quand tout le chantier a été terminé, elle s'est rendue compte que les enfants étaient toujours avides de questions et tout. Alors elle a eu l'idée, avec Paul Feller, qui est jésuite, qui lui était un amoureux des métiers, parce que c'est lui qui a créé donc, la maison de l'outil à Troyes, et qui a dit comme ça, un métier ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend, il se pratique, c'est dans le geste. Donc elle a suivi cette philosophie,
Elle a créé un atelier. Elle a commencé comme ça quelques années. Et puis quand elle a vu que ça marchait, donc il y a eu des statuts, toute la structure qu'il fallait. Et l'outil en main a vraiment existé en 93. En 93, avec un atelier à Troyes, deux ateliers dans le Nord. En Bretagne, c'était vraiment le début. Et puis depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a vraiment une implantation nationale. Donc on a une structure nationale, donc qui est le garant du concept, le garant du concept. La marque l'outil en main s'est déposée. Et puis il faut suivre quand même. Il y a un règlement. C'est quelque chose qu'il faut respecter quand même. Pas faire l'outil en main n'importe comment. Et ensuite, chaque atelier est autonome. Et après, on est en association libre, association loi 1900, propre de son budget, tout ça et tout. Et quelques mots sur l'outil en main en Vendée. La Vendée, c'est un département riche en associations d'outils en main En Vendée, et depuis combien de temps? C'est la Garnache, je crois. C'est un département très riche. Alors, effectivement, l'un des premiers ateliers, c'était la Garnache ou Noirmoutier, l'un des deux. Et après, donc ça s'est sémé un petit peu. Aujourd'hui, il y a 16 associations, peut-être 17 prochainement. Oui, donc c'est très très important, sachant qu'au niveau national, on est à 170 associations, donc la Vendée représente 10%. Vous voyez. Donc il y a vraiment eu un élan aussi il y a quelques années dans le bocage, avec des très belles associations, et puis des beaux parcours, en plus des implantations, avec des élus qui ont suivi quand même les projets, qui ont mis à disposition des locaux, et puis surtout un vivier très important de gens de métier, dans tous les domaines, artisans, compagnons et tout, parce que pour faire tourner un atelier, comme je dis, il nous faut quand même des gens de métier, quoi. Comme je dis souvent, c'est le carburant de l'outil en main. Si on n'a pas de gens de métier, on a beau avoir des locaux et tout, ça sert à rien. Mais là, donc, actuellement, il y a quand même pratiquement 600 gens de métier bénévoles sur le département. Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure sur le fonctionnement d'un atelier, et puis est-ce qu'il y a des distinctions entre les territoires? Est-ce qu'on on apprend les mêmes choses selon les spécificités de territoire? Mais avant, il va être l'heure de passer à table. D'ailleurs, peut-être qu'il y a de la cuisine aux ateliers. Il y a des ateliers de cuisine, de pâtisserie, de boulangerie, il y a les métiers de bouche, il y a traditionnellement les métiers du bâtiment, les métiers du bois, la mécanique, la tôlerie. La couture, maintenant, on fait beaucoup de couture. Et bien sûr, quand c'est possible, les métiers de bouche. Les métiers de bouche, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même un petit laboratoire. Et puis avoir des produits également. Mais boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, tout ça. Et ça plaît bien, et aux enfants, et également aux accompagnants. Et rien que d'en parler, ça donne faim. Et ça tombe bien parce qu'on a un professionnel qu'on retrouve, Jean-Pierre Pouvreau, le Poucton au Fenouiller. On passe à table. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous nous avez réservé alors? Alors, Anne, il m'a fait de moules à la mie de pain. Alors, bon, il faut savoir que les moules, on en mange depuis très longtemps chez nous, sur la côte, et partout, d'ailleurs en Vendée. Et autrefois, les gens allaient ramasser les moules. Il y en avait, on pouvait les ramasser à gauche et à droite. Et la pêche était plus ou moins abondante. Et éventuellement, on pouvait acheter de la moule de production locale, de l'Aiguillon sur mer. Voilà, de la très bonne moule, la meilleure. Toute objectivité. De l'Aiguillon, oui. Et alors, la recette la plus simple au départ, on l'a fait ouvrir avec du laurier, du persil, de l'oignon, un peu de vin blanc si on veut, et puis une gousse d'ail si on veut. Voilà. Et alors donc on les mange à la marinière. Mais après le lendemain, il restait éventuellement des moules. Et à ce moment-là, ma mère faisait revenir les moules dans la poêle avec des oignons, de l'ail. Elle rajoutait du lait, de la mie de pain et éventuellement le jus de la cuisson des moules de la veille. Et ça mijotait tout ça ensemble et on pouvait les manger chaudes le lendemain également. Voilà. Alors donc ça c'est des moules à la mie de pain. Voilà. Et alors autrement il y a une autre recette qui est facile à faire également, c'est qu'on, bien sûr il faut les mettre sur une demi-coquille, ça évite d'avoir trop de coques, c'est pas la peine, et on les fait sauter simplement au beurre avec de l'ail, du persil plat, pas du persil frité, le plat a beaucoup plus de goût, c'est meilleur, c'est plus parfumé, voilà, et de la mie de pain qu'on met aussi à la fin, râpée dessus, et on les fait sauter comme ça au beurre. Voilà, c'est deux recettes basiques, faciles, enfantines. Voilà, ça peut s'apprendre dans les ateliers de l'outil en main sans problème. Voilà.
J'imagine Voilà. quand vous les mangez, il y a les parfums, les saveurs d'enfance qui reviennent alors du coup. Mais c'est des souvenirs d'enfance, c'est même à la limite pas, c'est des souvenirs d'enfance, oui. Mon père avait des gens qui revenaient de la pêche au Goa et ailleurs, ils ramenaient des moules, et il me dit, vous êtes fatigué? Il me dit, ah ouais, on est moulu. Mon père disait, mais heureusement que vous n'étiez pas à la pêche au coq. C'était la blagounette de Jean-Pierre. On l'attendait. Merci Jean-Pierre. Francis, on revient à l'outil en main et aux ateliers. Donc vous avez présenté le concept. Comment ça se passe concrètement? Combien de temps dure un atelier? Combien il rassemble d'enfants? Alors d'abord, les ateliers sont ouverts un après-midi, une demi-journée par semaine. Hein, bien sûr, c'est en dehors du cycle scolaire. Donc c'est ouvert soit le mercredi ou le samedi matin. Donc dans cette demi-journée, les enfants, on leur fait découvrir, comme je disais, les métiers. Mais on a entre 10 et je dirais 20 métiers à faire découvrir suivant les associations, quoi. Et si on prend un parcours à peu près de 12 ateliers, il va passer au cours de l'année dans les 12 ateliers. Donc, il ne va pas découvrir un seul métier, il va tout découvrir. Donc la moyenne, c'est 2 après-midi par atelier pour découvrir. Et ce qui est bien, c'est qu'il reste 2 ans, sur 2 ans. Première année de découverte, deuxième année, un petit peu plus de perfectionnement, davantage de questions et tout, quand c'est possible. Actuellement, on a une forte demande, donc certains ateliers gardent qu'1 an. Autrement, le principe, c'est bien de faire ce parcours de découverte de tous les métiers. Alors, quelquefois, il y a des mamans qui disent « c'est bien, vous avez un atelier de couture, j'aimerais bien que ma fille apprenne. » Madame, elle apprendra, elle verra la couture, d'ailleurs, elle n'apprendra pas, parce qu'on ne fait pas de formation, mais elle va tout découvrir. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les enfants, ils aiment tout. Donc les petits garçons peuvent. Bien sûr, ils adorent. Et par exemple, ça peut être fait par un... Bien sûr. C'est super. Alors ils font de la couture, par exemple, ce que vous avez là, Jérôme, c'est la petite pochette. Hein. Donc effectivement, il y a du travail, il y a la machine à coudre pour la fermeture, mais il y a également de la broderie. On a un atelier de broderie. Mais la broderie est faite par les garçons. D'accord. Effectivement, faire la broderie, c'est pas la même chose que la tablette. Hein. Et ça passe du temps, mais ils adorent ça. Alors, les garçons adorent la couture. Ils adorent la cuisine. Mais on a également, je voyais samedi dernier, une fille qui était à la forge, qui était après faire, avec l'enclume, qui était après faire 2 rosaces. Et elle avait que 10 ans, elle tapait sur le marteau et puis elle pouvait faire ça. Donc c'est la découverte de tous les métiers, pas de distinction garçon-fille. D'ailleurs, si je prends notre association, nous on est 40, il y a 20 garçons, 20 filles. Ah oui, la parité parfaite au niveau des enfants. Hein. Voilà, donc le principe c'est bien le parcours de la découverte et faire réaliser une petite chose, un petit objet. Qu'on peut ramener à la maison. Voilà, il faut quand même qu'ils touchent la matière et qu'ils réalisent. Et ensuite, ils l'emmènent chez eux. Ils disent, voilà, papa, maman, ce que j'ai fait, je suis capable de faire ça. Je suis capable de le faire. Et dites-moi, ça suscite des vocations? Alors, bon, c'est pas notre rôle principal, mais on n'oublie pas de le dire, que certains qui passent à l'outil en main, d'abord ils découvrent, ça leur permet de choisir un métier beaucoup plus facilement, sans contrainte. Tout à l'heure on parlait des contraintes, là on peut choisir un métier. Moi je connais une personne qui s'était mise dans la boulangerie, puis ça ne lui convenait pas du tout, et qui a tilté, qui a dit à sa mère, elle a dit, mais je me souviens que j'ai fait de la serrurerie à l'outil en main. Et aujourd'hui, il est serrurier. La serrurerie lui plaît. Donc on suscite des vocations, mais également tout ce qui est appris, tout ce qui est découvert. Moi je dis, c'est une découverte comme autre chose. On découvre bien la musique, on découvre bien des choses, mais là on découvre les métiers, même si on n'en fait pas un métier manuel, ça sert toujours. Et surtout, ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, c'est de toucher la matière. Là, on n'a pas... On ne s'en rend pas compte, même à la pâtisserie, casser des œufs. Il y a des enfants qui ne savent pas casser les œufs. Il y a peu de rapport avec la matière. Il n'y a plus de rapport. La farine, tout ça. Après, là, cette petite barre, j'aime beaucoup cet exemple, parce que on part d'une feuille de zinc. Une feuille de zinc, toute bête, mais il faut la tracer. Et tracer déjà, là, il y a du travail, il y a de la géométrie. On va passer un peu de temps quand même. Mine de rien, on fait des maths. On fait des maths. L'artisan, il va bien lui expliquer, et ensuite, après, il faut découper. C'est à la cisaille, on découpe à la cisaille. Il faut le faire proprement, va pas vite, suis bien le trait. Ensuite, on a les relevés et la soudure, la petite soudure éteinte. Et tout ça, après on met des petits bancs, moi j'appelle barque du marin,
Vous savez, quand le gamin ramène ça à la maison, c'est combien de temps de travail ça? On va le faire sur deux demi-journées, mais on pourrait le faire sur une demi-journée. Sur une journée, il faut prendre son temps. C'est ça aussi le problème, c'est que les enfants aujourd'hui sont très pressés. Ils veulent faire, mais vite. Non, fais-le doucement. Puis on a beaucoup d'exemples comme ça, parce que il y a ça, il y a une petite chose qu'on fait, c'est du bois. Alors s'il a touché le bois, c'est quand même. Oui, il faut faire un assemblage, ce qu'on appelle l'assemblage mi-bois. Attention, hein. Il faut prendre le temps, et puis un petit carreau dedans. Et puis voilà, c'est un petit feu de plate, j'emmène ça à la maison. Et puis on a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a la petite lanterne, vous voyez, des petites choses ça comme ça. Ça permet aussi, on va s'en servir carrément. Voilà, c'est super, voilà, l'outil en main, c'est parfait. Et ça permet aussi de découvrir un territoire. On ne peut pas la mettre dans le verre. Pas dans le verre. On va voir si elle flotte. Et ben ça joue, ça s'amuse sur le plateau. Oui. Et ça permet aussi de découvrir la matière, mais aussi les territoires. J'imagine qu'on ne fait pas la même chose dans le nord de la Vendée que dans le sud. Voilà. Effectivement, on peut parler du Nord, parce que là-bas, ils ont eu beaucoup d'ateliers, parce qu'on est obligé de parler au passé pour ces ateliers, beaucoup d'ateliers de chaussures, et eux, ils sont des ateliers, si je prends l'exemple de Mortagne, ils sont des ateliers de cuir. Ils vont faire de la chaussure. Donc ils retrouvent, mais si on prend dans le sud Vendée, on a beaucoup d'ateliers de confection, il n'y a plus d'ateliers de confection, donc on a aussi un vivier de couturières à la retraite aujourd'hui, donc il fallait qu'on reparle de ça. Et puis ce qu'on voulait remettre en place aussi, c'était la brioche dans le four, la brioche de Pâques. Donc faire un four, et on fait la fête de Pâques, on allume le feu, on fait chauffer le four, et on met la brioche. Les enfants voient comment on fait la brioche. On fait même grâler des patates dans le four. On va voir à présent avec Jean-Pierre Bertrand que le métier n'a pas toujours été un choix. Jean-Pierre, c'est de bouche à oreille. Oui. Mais avant. Je voulais revenir sur ce plat merveilleux. Oui. Parce qu'il y a quand même quelques personnes d'un certain âge qui se souviennent qu'on mangeait des moules la veille, mais que le lendemain, il y en avait toujours autant dans le plat. On mettait, comme on dit, le pain, tout ça, se remplissait les bogueilles qui étaient vides. Bon, fallait tirer, on tirait le dire par la queue. Revenons aux choses sérieuses. Deux messieurs, donc un qui s'appelle Roger Baudin, qui s'appelait Roger Baudin, qui était né en 1908 à Luçon, et qui, comme tout le monde, c'est les agriculteurs, les enfants devaient être agriculteurs. Eh ben lui, il voulait pas, et c'est ce qu'on va entendre. D'accord, on écoute. Je voulais plus rester dans les fermes. Je dis à mon père un jour, papa, je voudrais apprendre un métier. Pourquoi tu ne veux pas faire comme les autres, toi? En voilà une idée. Voilà la réponse de mon père, c'est tout ce que j'en ai eu. Alors, je suis retourné, alors il m'a fait remarquer, mais comment ça se fait que tu es là, sur-ci? Tu devrais pas être là, tu devrais être chez ton patron. Bah, je dis oui, mais j'ai pris la bicyclette du Grand Valais, et puis je suis venu vous demander justement si vous avez, disiez-vous à nos parents à l'époque, si vous alliez à la foire demain. Alors j'ai pensé que vous pourriez peut-être voir quelqu'un pour n'importe quel métier, mais je ne vais plus rester à la culture. C'est trop dur pour moi, vous vous rendez compte? Je suis obligé de labourer à 13 ans et demi là, avec 2 vaches et un cheval. Je suis fatigué le soir, puis voilà, le matin, il faut que je me lève de bonne heure et je ne peux pas me réveiller parce que je suis fatigué. Je suis obligé d'attendre jusqu'à 5 heures pour avoir la réponse de mon père. Quand il a vu que je me préparais, je t'ai trouvé une place à Luçon. Tu travailleras avec ton cousin, là, mais ce sera pour travailler dans les charrettes. Oh, comme ça m'a traversé, là. J'étais content. Je dis, bon, je vais apprendre un métier pour mon père. Je me rappelle aussi de mes frères, mes 2 frères aînés, surtout un, l'aîné. Alors, toi, tu vas faire le bourgeois maintenant. Tu vas travailler à l'heure. D'accord, on a pu entendre ce témoignage. Un deuxième témoignage, oui. Jean-Pierre? Alors, cette fois-ci, c'est Maurice Guillet, qui est né en 1921 à Brême-sur-Mer, et qui, lui, nous explique son apprentissage de métier de forgeron, malgré qu'il portait tout son intérêt sur les métiers du bois. On écoute.
J'étais tiré pour le bois, mais plutôt dans la menuiserie. Dans le menuisier du village, il n'y avait pas de place pour un apprenti, il y en avait déjà 2. Alors le forgeron, par contre, il embauchait un apprenti. Alors je suis entré sans conviction, et puis j'ai fait un apprentissage de forgeron maréchal ferrant pendant 3 ans. Alors qu'est-ce qu'on faisait comme apprenti au départ? On commençait par balayer la forge, nettoyer un peu. On faisait le jardin du patron, on faisait, on faisait tout. Hein. On fondait du bois pour la patronne, puis après on commençait à bricoler, à faire des S en fer rond, c'était le premier travail. Des fers pour les ânes, les petits fers. Pour un apprenti, c'était très dur. Étirer le métal, à frapper à 2 et à 3, et puis surtout ce qui était dur, c'était le perçage du fer, des roues, des bandages de roues, à percer à la main avec des machines avec un grand volant. Et il y avait un contrat d'apprentissage à l'époque? Oh non, il n'y avait rien, ni assuré social, ni rien. Donc vous n'étiez pas payé? Pas payé, on était nourris puis à boire, parce que les patrons ils buvaient beaucoup. Merci Jean-Pierre. Alors on arrive déjà à la fin de l'émission. Merci beaucoup Francis Brémaud d'être venu nous présenter l'outil en main. On a bien compris, si vous avez envie de donner, de recevoir, eh bien poussez les portes des associations l'outil en main. Il y en a 16, bientôt 17 en Vendée. Merci beaucoup. À une prochaine. Merci. Merci les Jean-Pierre. À la prochaine. À la prochaine.